Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueuse audio et animatrice de podcast à l'ODJ Média. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous lire fidèlement la chronique de Saïd Temsamani. Cette chronique s'intitule Sahara marocain. Les faits contredisent les caricatures, qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. En titrant récemment Morocco is practicing a strange sort of colonialism, The Economist a cédé à une lecture biaisée, réduisant une dynamique de développement exemplaire à une métaphore simpliste. Assimiler l'action du Maroc dans ses provinces du Sud à une entreprise coloniale, c'est ignorer à la fois l'histoire des liens indéfectibles qui unissent le Sahara au royaume et la réalité des transformations profondes qui s'y opèrent depuis un demi-siècle. Un modèle de développement inédit en Afrique, depuis le retour des provinces du Sud en 1975, le Maroc a lancé des chantiers structurants qui placent cette région au cœur de sa stratégie nationale et africaine. Le modèle de développement des provinces du Sud, initié en 2015 avec plus de 77 milliards de dirhams, a permis de construire la voie express Tiznit-Dakhla en 1555 km et moderniser les routes reliant Laayoune, Boujdour et Smara. Lancer le port de Dakhla Atlantique, appelé à devenir une porte commerciale majeure vers l'Afrique de l'Ouest. Développer les énergies renouvelables avec de vastes fermes éoliennes et solaires à Tarfaya, Boujdour et Dakhla. Moderniser le réseau hospitalier avec le futur CHU de la Aïoun et élargir l'offre universitaire dans les villes sahariennes. Faire de Dakhla un pôle touristique international et un hub d'investissement dans l'économie bleue. Ces projets, loin d'être symboliques, transforment durablement le quotidien des habitants et créent des perspectives économiques inédites. Les Sahraouis au centre de la gouvernance. Contrairement aux récits véhiculés par des économistes, les Sahraouis participent directement à la gestion de leur territoire. Les conseils régionaux de l'Aïoun Sakia El Hamra et de Dakhla Oued et Dahab, dirigés par des élus sahraouis, gèrent d'importants budgets et orientent les projets de développement. À Rabat comme à New York, leurs représentants défendent, avec légitimité et conviction, le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine. Identité et culture hassani préservées. Le Maroc n'efface pas la culture sahraoui, il la promeut. La Constitution de 2011 reconnaît officiellement la culture hassani comme pilier de l'identité nationale. L'Institut royal de la culture hassani et le Moussem de Tantan, inscrits à l'UNESCO, en sont des preuves vivantes. Une reconnaissance internationale croissante. L'argument de colonialisme s'effondre face aux faits diplomatiques. Le plan d'autonomie marocain est aujourd'hui considéré par la communauté internationale comme sérieux, crédible et réaliste. Les États-Unis l'ont reconnu officiellement comme base de solution. La France a affirmé son soutien clair et constant. Le Royaume-Uni s'est également positionné en faveur de ce plan. Ces trois pays, membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, représentent un poids politique et diplomatique majeur, confirmant la solidité de l'option marocaine. Le vrai débat, qualifié de colonialisme, une politique de développement et d'intégration démocratique, revient à nier les faits. Ce qui est en jeu, ce n'est pas une domination étrangère, mais la construction d'un avenir partagé, où les Sahraouis participent pleinement à la gouvernance locale et régionale, avec la garantie d'un cadre d'autonomie élargi sous souveraineté marocaine. The Economist a préféré l'image facile à la réalité, mais les faits parlent d'eux-mêmes. Le Sahara marocain n'est pas un territoire colonisé, c'est une région en plein essor, portée par ses habitants, soutenue par des puissances mondiales de premier plan et tournée vers un avenir d'intégration africaine et internationale. Merci à vous d'avoir suivi cette chronique de